Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons les 5 attaques de serpents les plus brutales de l'histoire. D'une morsure venimeuse d'un cobra royal au Kerala, aux enroulements écrasants d'un python birman en Floride. Mais d'abord, commençons par l'Indonésie, où le désir d'une femme d'obtenir la photo parfaite d'un animal sauvage l'a mise face à face avec l'un des serpents constricteurs les plus longs et les plus puissants au monde. C'était le 22 juin 2015, dans une petite villa sur la côte sud de Bali. Les jardins autour d'une villa étaient au calme, seul le bruissement des feuilles suggérait des mouvements cachés. Pour l'observateur occasionnel, c'était le début paisible de vacances, mais une présence tapie dans la verdure ferait bientôt de ce matin une fin mortelle. Emma Hart, 22 ans, voyageait seule de Melbourne. Elle avait toujours cherché l'aventure, du voyage avec sac à dos à travers l'Asie du Sud-Est à la plongée sur des récifs éloignés. En tant que diplômée en sciences de l'environnement, elle connaissait bien les animaux sauvages, mais sa curiosité l'entraînait souvent à des comportements imprudents. Son objectif pour ce voyage était de capturer des images de la flore et de la faune de Bali pour un portfolio personnel. Ses jours dans des villas en bordure de la jungle semblaient insuurs, et elle explorait souvent le terrain tôt le matin pour photographier des oiseaux et des reptiles. Elle était méticuleuse avec son équipement et portait un appareil photo compact avec un objectif zoom. Mais elle s'approchait souvent des animaux plus que recommandé pour obtenir une meilleure image. Ce matin-là, elle se promenait dans le jardin de la villa, en bordure de la jungle, vérifiant les réglages de son appareil photo et ajustant sa position pour une lumière optimale. Sa connaissance des lieux et sa confiance en elle l'ont amenée à sous-estimer le risque de rencontrer de plus grands prédateurs qui pouvaient se camoufler dans les sous-bois. À ce moment-là, elle se trouvait à environ 23 mètres du bâtiment principal de la villa. Seule la faible silhouette d'un jardinier était visible à environ 15 mètres, partiellement cachée par une haie. Le jardin de la villa descendait légèrement vers la jungle dense, avec de hautes herbes et des arbustes ornementaux qui offraient une couverture. C'était l'environnement parfait pour des pythons réticulés qui peuvent atteindre plus de 6 mètres de long et peser plus de 70 kg. Ces boas sont des chasseurs d'embuscades qui comptent sur le camouflage et des attaques soudaines puissantes. Ils s'enroulent étroitement autour de leur proie, augmentant progressivement la pression jusqu'à l'étouffement, et leur musculature leur permet de maintenir l'étreinte pendant plusieurs minutes sans se fatiguer. Bien qu'ils ne soient pas venimeux, leur taille et leur force leur permettent au moment de maîtriser des adultes. Un jardinier local avait conseillé à tous les invités de rester sur les chemins dégagés et d'éviter les broussailles à la lisière de la jungle. À l'entrée de la villa, des panneaux avertissèrent de la présence de grands serpents. Emma avait bien remarqué ces panneaux, mais ne les avait pas pris au sérieux, pensant que les pythons étaient lents et évitèrent le contact avec les humains. D'autres touristes avaient parfois photographié des serpents à une distance sécurisée de 5 à 6 mètres, et Emma pensait qu'elle pourrait imiter cette prudence en s'approchant pour obtenir une meilleure photo. Vers 8h30, Emma a découvert un grand python qui prenait le soleil partiellement sous un buisson au bord du jardin. Elle s'accroupit lentement, leva son appareil photo pour faire la mise au point et s'est rapprochée plus que recommandé. Le serpent resta immobile. Ses écailles se confondaient avec les ombres du sous-bois. Elle enjamba une racine basse, déplaça son poids et ce mouvement déclencha l'attaque. Le python attaqua d'un coup soudain et s'enroula immédiatement avec force autour de son torse. Le premier étau dura plusieurs minutes, se resserrant constamment, tandis qu'Emma, instinctivement, luttait et tentait de dégager les enroulements de ses épaules et de sa poitrine. Le jardinier, à 15 mètres de distance et partiellement caché par des buissons hauts, cria, alarmé, mais ne pouvait pas l'atteindre immédiatement. Alors qu'il courait vers elle, les enroulements s'étaient déjà durcis et un seul homme ne pouvait plus les défaire. Il attrapa un bâton à proximité, frappa les enroulements, mais la prise du serpent s'était déjà renforcée. Les jambes d'Emma heurtèrent le sol tandis qu'elle cherchait à respirer. Son corps se tordait et la pression compressait sa poitrine jusqu'à ce que le halètement devienne silence. Ses bras se sont accrochés dans le buisson, laissant des égratignures et des traces de sang. Mais la distance de la villa et l'arrivée lente des secours ont rendu un sauvetage impossible. Lorsque des renforts avec des outils sont arrivés, elle ne réagissait déjà plus, et le python était déjà retourné dans le fourré. Le corps d'Emma était partiellement sous le buisson. Des traces de lutte étaient visibles sur ses bras et son torse. Le personnel médical arrivait peu après à confirmer la mort par asphyxie et les traumatismes contondants causés par l'étranglement.
La scène, ainsi que le témoignage du jardinier, a montré comment l'éloignement de la villa et de toute aide humaine avait directement retardé le sauvetage, rendu une réaction rapide impossible et révélé l'efficacité mortelle d'un python réticulé lorsque la proie était isolée. Le personnel de la villa a laissé le jardin en paix pour le reste de la journée et a fermé la zone où l'attaque avait eu lieu. Le soir, les habitants ont placé des bâtons d'encens près des buissons en signe de respect, tandis que certains invités se sont brièvement rassemblés en silence avant de rentrer à la maison. À Melbourne, la nouvelle est parvenue à sa famille par des canaux privés plutôt que par des annonces publiques, et leur deuil s'est déroulé loin des caméras. Au lieu de conférences de presse, la réaction s'est concentrée sur des mesures pratiques. Les propriétaires de villas ont redéfini les limites des chemins ouverts et ajouté des rondes de contrôle supplémentaires à l'aube. Mais alors que la curiosité d'Emma pour Bali s'est terminée dans les griffes d'un prédateur, un passionné d'herpétologie en Inde est entré dans un enclos pour nourrir un cobra royal captif, sans savoir que le serpent qu'il admirait possédait suffisamment de venin pour tuer 20 hommes. C'était le 11 octobre 2017, dans une pension rurale à la périphérie de Wayanad, Kerala. L'air portait l'odeur terreuse de la pluie récente et les ombres du sous-bois dense au-delà de la pension se mouvaient dans la lumière du soleil levant. Le silence cachait un danger qui attendait seulement le moment où la curiosité franchirait une limite mortelle. Arjun Menon, 34 ans, un analyste logiciel de Kochi, avait depuis longtemps une fascination pour les reptiles, notamment les serpents. Il avait lu pendant des années des journaux d'herpétologie et participé à des ateliers, recueillant souvent des espèces non dangereuses pour son terrarium privé à la maison. Ses amis le décrivaient comme méticuleux, méthodique et passionné par la documentation de la faune. La pension à Wayanad l'avait attiré en raison de sa proximité avec les forêts et les centres locaux de faune, ce qui lui permettait d'observer et de photographier des serpents dans des conditions semi-naturelles. Le but d'Arjun pour ce voyage était d'étudier l'herpétofaune locale, en particulier les espèces venimeuses, pour un projet personnel en ligne. Il avait la réputation d'avoir une expérience pratique et, bien qu'il respectât la prudence, il surestimait souvent sa capacité à gérer les risques. Au Kerala, il avait obtenu l'autorisation des propriétaires de la pension d'observer un cobra royal en captivité. Une occasion rare et dangereuse. Arjun était connu parmi ses amis pour prendre des risques calculés afin d'obtenir de meilleures photos ou des observations plus précises. Et bien qu'il portait des gants et des outils, les gants en cuir qu'il utilisait donnaient un faux sentiment de sécurité car ils n'offraient pas de véritable protection contre les crobes venimeux. L'enclos extérieur de la pension était une simple zone de cage à côté du bâtiment principal, ombragé par des arbres de teck et de bambou. À l'intérieur, le cobra royal reposait enroulé sur une plateforme surélevée, ses écailles bien marquées de motifs olives et noirs. Les cobras royaux peuvent atteindre une longueur de 5,5 mètres et bien qu'ils évitent de souvent les humains, ils peuvent frapper avec une grande vitesse et libérer un venin neurotoxique qui peut paralyser le système respiratoire en quelques minutes. La collerette est davantage un avertissement qu'une agression, mais la combinaison de taille, de vitesse et de puissance du venin rend même les gardiens expérimentés vulnérables. Les propriétaires de la pension avaient averti tous les visiteurs de ne regarder que de loin. Des panneaux indiquaient que seul le personnel formé devait nourrir le serpent ou le sortir de l'enclos. Et même les gardes forestiers locaux avaient souligné informellement le danger d'un contact direct. Léon a pris note de ces avertissements, mais les a traités avec insouciance, croyant que sa connaissance du comportement des serpents et son expérience antérieure avec les venimeux réduiraient le risque. Était convaincu de pouvoir manipuler le cobra en toute sécurité pour une courte séance photo, sans savoir à quel point une petite erreur de jugement pouvait rapidement dégénérer. À 9h15 précise, Arjun est entré dans l'enclos et s'est approché prudemment du cobra royal avec un bâton accroché, avec de gros gants en cuir. Bien qu'il les ait considérés comme protecteurs, ils n'offraient aucune protection contre une morsure. Il a soulevé le serpent de sa position de repos pour le positionner pour une photo rapprochée. D'abord, le cobra est resté immobile, sa langue tremblait. Arjun ajusta son angle de caméra, se pencha plus près. À ce moment-là, le serpent se dressa soudainement et déploya son capuchon en position défensive. L'instant d'après, il attaqua et enfonça ses crocs venimeux profondément dans sa main gauche. La première morsure fut rapide, mais la quantité de poison était suffisante pour provoquer immédiatement des effets systémiques. Arjun vacilla en arrière, retira sa main. Il essaya de reculer, mais sa vision se brouilla et ses muscles s'affaiblirent rapidement. En quelques minutes, il commença à bafouiller.
Sa respiration devint superficielle. Le propriétaire de la pension cria, se précipita dans l'enclos avec une trousse de premier secours et tenta de stabiliser le bras d'Arjun et d'exercer une pression pour ralentir la propagation du poison. Le corps d'Arjun tremblait alors que les symptômes neurologiques augmentaient et il luttait pour rester conscient, incapable de parler clairement. Au cours des 10 prochaines minutes, une paralysie respiratoire s'est développée. Arjun s'est effondré, ses mouvements sont devenus lents et désordonnés. Le propriétaire a appelé les urgences et a essayé désespérément de le maintenir en vie. Mais sans l'équipement approprié, ses efforts ont été vains. Les tentatives de fournir les premiers secours ont échoué à cause de la panique et de la progression rapide de l'effet neurotoxique, rendant tout contrôle musculaire volontaire impossible. Lorsque l'antidote est arrivé environ 30 minutes après la morsure, il a été administré par voie intraveineuse. Mais sans assistance respiratoire artificielle, l'aide est arrivée trop tard. Le rythme cardiaque de Yoon a ralenti, la respiration s'est arrêtée en quelques minutes et il a été déclaré mort dans la pension. La déclaration du propriétaire et le timing de l'intervention de secours ont clairement indiqué que la mort avait été causée par la combinaison de la puissance du poison et du retard dans l'administration de l'antidote et non uniquement par une manipulation imprudente. L'incident a ébranlé la pension. Les clients ont été relogés dans d'autres hébergements le jour même et l'enclos extérieur a été fermé définitivement. Les autorités n'ont pas saisi le cobra, mais l'ont transféré dans une installation de l'administration forestière, où des spécialistes ont souligné que l'animal s'était comporté de manière typique de son espèce. Au lieu de déclarations publiques, l'accent était mis sur la pratique. Dans les cercles herpétologiques du Kerala, les rapports circulaient discrètement, soulignant à quel point les symptômes neurotoxiques pouvaient rapidement surpasser même les premiers secours les plus efficaces. Pour les collectionneurs privés, le message était plus percutant que n'importe quelle brochure. Les compétences et la confiance en soi ne remplacent pas l'accès professionnel à des soins médicaux. Mais alors qu'à Kerala, la passion d'Arjun s'est terminée par la morsure rapide d'un cobra royal, au Costa Rica, un randonneur a ignoré les avertissements. Inconscient que le serpent enroulé sous le sol forestier possédait un venin capable de dissoudre la chair et les vaisseaux sanguins de l'intérieur. C'était le 18 mars 2016 dans la forêt pluviale humide le long du Rio Pacuare au Costa Rica. Une tension silencieuse régnait sur la jungle, subtile mais palpable, comme si la forêt elle-même n'attendait qu'un faux pas pour perturber son rythme. Oliver Harper, 27 ans, un ingénieur logiciel britannique et randonneur passionné, était parti pour une aventure de randonnée de 2 semaines avec un petit groupe d'amis au Costa Rica. Il planifiait ses voyages avec soin, se renseignant sur les conditions de route, la flore et la faune. Pourtant, il avait une tendance à l'agitation qui l'attirait souvent, loin des sentiers battus. Ses amis le décrivaient comme plein d'énergie, sûr de lui et curieux des animaux sauvages, parfois au point qu'il sous-estimait les dangers. L'objectif d'Oliver pour cette randonnée était de découvrir la forêt tropicale de près, d'explorer les rives des rivières et les chemins non balisés que la plupart des visites guidées évitaient, et de photographier des animaux locaux comme les serpents, les grenouilles et les oiseaux tropicaux. Bien qu'Oliver ait été consciencieux dans sa préparation, il laissait parfois son ambition l'emporter sur la prudence. Il transportait souvent une trousse de premiers secours compacte et des bandages simples, mais son évaluation des risques reposait plus sur l'expérience et l'instinct que sur le respect strict des règles de sécurité. Lors de ce voyage, il avait l'intention de photographier des animaux au bord de la rivière, même si cela signifiait quitter le chemin balisé. Il assurait à ses amis qu'il pouvait se déplacer en toute sécurité dans la végétation dense et que les rencontres avec des serpents venimeux étaient peu probables tant qu'il restait vigilant. Plusieurs panneaux avertissaient les randonneurs des dangers. Les gardes forestiers avaient placé des panneaux concernant des observations récentes de serpents fer de lance près des traversées de rivières et les guides locaux mettaient en garde oralement contre le fait de quitter les sentiers entretenus. Les serpents fer de lance ou Bothrops asper sont des prédateurs embusqués qui peuvent frapper à une vitesse fulgurante jusqu'à la moitié de la longueur de leur corps. Les adultes mesurent généralement entre 1,50 m et 1,80 m et possèdent un venin fortement cytotoxique et hémotoxique, provoquant de graves destructions tissulaires, des hémorragies internes et une chute rapide de la pression artérielle. Bien qu'ils évitent généralement les humains, ils sont extrêmement bien camouflés dans les feuilles mortes, ce qui rend les rencontres accidentelles très probables si l'on s'écarte du chemin. La berge elle-même présentait des indices visuels, des mues dispersées, des branches cassées et des amas de feuilles écrasées indiquant des cachettes de serpents. Oliver remarqua ces signes.
Mais il se persuada que des pas prudents et une attention constante le feraient traverser en sécurité. Il continua d'avancer pendant que ses amis prenaient une pause, se déplaçaient consciemment, mais croyaient pouvoir éviter le contact. Vers 14h45, Oliver monta sur une colline légèrement élevée de feuilles mouillées près de la rive. Sans qu'il le sache, une grande fer de lance adulte était enroulée en dessous. Sa langue frétillait en percevant les vibrations dans le sol. L'instant d'après, le serpent a frappé et enfoncé ses crocs venimeux dans le bas de sa jambe droite. La morsure a traversé sa chaussette de randonnée et provoqué un saignement immédiat. Oliver cria et recula en titubant. La douleur était vive et irradiait, tandis qu'un engourdissement sourd se répandait rapidement le long de son mollet. Ses amis ont couru vers lui quand il s'est effondré. Ils ont essayé de le garder calme et de poser un bandage serré. Pendant ce temps, quelqu'un a contacté par radio les services d'urgence du parc. En 20 minutes, les symptômes se sont aggravés. Une chute sévère de la pression artérielle, des vertiges et un gonflement progressif des tissus autour de la zone mordue. La peau est devenue pâle et marbrée, des ecchymoses se sont propagées sur le bas de la jambe. Le pouls d'Oliver s'affaiblissait. Il luttait pour rester conscient. Ses amis continuèrent de lui parler pour le maintenir éveillé et surveiller sa respiration. Mais la forêt tropicale dense et le sol boueux ralentissaient leur progression. L'évacuation de la rive jusqu'à un point de sortie dégagé a duré environ 35 minutes, en passant par des racines glissantes, des tronquets tombés et un sous-bois dense. L'équipe de secours du parc est arrivée alors qu'Oliver était transporté sur une civière improvisée. Malgré des mesures médicales immédiates et l'administration de sérums antivenimeux, les effets combinés d'un choc hypovolémique, de la destruction des tissus dus au poison et du retard à atteindre un traitement avancé se sont avérés mortels. Son corps est devenu flasque avant que l'équipe ne puisse le stabiliser. Les médecins ont ensuite constaté une détérioration systémique rapide, caractéristique des empoisonnements par fer de lance dans les régions éloignées. Ses amis sont retournés une dernière fois à l'endroit avant de quitter le Costa Rica et ont laissé un petit sac étanche avec ses dernières photographies. Ils ont décidé de ne pas l'emporter, mais de le laisser là, scellé et caché près des racines où le serpent avait frappé. De retour au Royaume-Uni, sa famille a refusé les cérémonies de deuil public. À la place, ils ont fait circuler ses journaux intimes et ses photographies parmi les proches, dont beaucoup n'ont compris qu'à travers ses écrits méticuleux à quel point sa passion pour la faune était profonde. L'aventure de l'Eva au Costa Rica s'est terminée dans le venin d'un serpent caché. Et en Afrique du Sud, un fermier local marcherait au crépuscule à travers la brousse familière pour contrôler son bétail, ignorant que le serpent dans les sous-bois possédait la neurotoxine agissant le plus rapidement du continent. C'était le 22. Le 9 septembre 2018, à la périphérie d'une communauté agricole près de Limpopo, en Afrique du Sud. Le soleil s'était déjà couché et les champs étaient dans la pénombre. Des clôtures délimitèrent la propriété et la brousse s'avançait densément. Les fermiers évitaient souvent de s'y aventurer au crépuscule, mais Manda Damini sortit comme d'habitude pour vérifier le bétail, sans savoir que cette décision serait sa dernière. Chander Damini, âgé de 52 ans, a été éleveur de bovins toute sa vie et a pris soin du bétail de sa famille pendant plus de 30 ans. Dans sa communauté, il était connu pour son travail acharné et son approche pratique. Il quittait régulièrement la propriété à l'aube et au crépuscule, vérifiait les clôtures, cherchait des prédateurs et veillait au bien-être du troupeau. Malgré les dangers de la vie à la campagne, Manda faisait confiance à son expérience et était persuadé de pouvoir gérer les rencontres avec la faune sauvage, car au fil des ans, il avait régulièrement affaire à des serpents et à de petits prédateurs. Ce soir-là, il portait une lampe de poche et un long bâton pour marcher le long d'une clôture bordée de buissons où les vaches avaient montré de l'agitation. Il soupçonnait des prédateurs ou du bétail échappé. La routine de Manda reflétait à la fois compétence et audace. Il portait régulièrement des bottes qui le protégeaient de nombreux dangers, mais ses pantalons étaient retroussés, laissant ses tibias exposés. Et il n'avait pas d'accès direct à un antitoxine, mais comptait sur la proximité de la clinique locale. Sa familiarité avec le pays lui avait donné un sentiment de contrôle, et il sous-estimait le risque posé par les serpents hautement venimeux qui vivaient dans les hautes herbes et parmi les buissons épineux de cette région. Il se déplaçait méthodiquement, cherchant des signes de faune, mais sa curiosité et son habitude d'inspecter de près les lieux le mettaient parfois à portée de dangers cachés. Plusieurs signes ont indiqué un danger ce soir-là. Les ouvriers agricoles avaient déjà signalé des observations de mamba noir près de la lisière du bush la semaine précédente.
Les mambas noirs, originaires du Limpopo, sont des serpents très venimeux qui peuvent souvent atteindre une longueur de 2,50 m et frapper à une vitesse de 3,50 m à 4,50 m par seconde. Leur venin est principalement neurotoxique, provoquant une paralysie rapide, un arrêt respiratoire et un effondrement circulatoire. Bien qu'ils évitent généralement les humains, les mambas attaquent s'ils sont provoqués ou touchés par accident et leur camouflage dans la brousse rend les rencontres faciles à mal évaluer. Mais Manda, convaincu par son expérience, s'approcha de la clôture seulement avec des bottes et un bâton, croyant qu'une observation attentive suffirait à éviter le contact. Cependant, vers 18h15, lorsque Manda atteignit un groupe dense de buissons d'acacia, un mamba noir sortit de sa cachette et planta ses crocs venimeux dans son tibia non protégé, juste au-dessus de la botte. La piqûre ne causa qu'une brève brûlure, à peine perceptible. Mais le poison commença à agir presque instantanément. Manda se figea, agrippa son bâton tandis qu'un picotement s'étendait vers le haut. Quelques minutes plus tard, il eut des vertiges. Son champ de vision se brouilla et ses paroles devinrent indistinctes. Son ouvrier agricole, à environ 9 mètres derrière lui avec une lanterne, a vu l'attaque et a crié à l'aide tout en agitant le bâton pour éloigner le serpent. Manda a essayé de reculer, mais il a vacillé. Les effets neurotoxiques se sont rapidement propagés. Ses membres sont devenus faibles. Le contrôle musculaire a diminué. Sur le site de la morsure, seules 2 perforations et un léger gonflement étaient visibles, mais des symptômes systémiques se sont développés terriblement vite. Il a perdu la coordination dans les 2 jambes et s'est finalement effondré sur le sol sec. L'ouvrier agricole a appliqué un bandage serré improvisé au-dessus du site de la morsure et a demandé à Manda de rester aussi calme que possible avant de courir à la ferme pour donner l'alerte. En l'espace de 10 à 12 minutes, une paralysie respiratoire s'est installée. La poitrine de Manda ne se soulevait et ne s'abaissait plus que faiblement et de manière irrégulière, et toute tentative de parler ou d'appeler a échoué. Le travailleur agricole a tenté de pratiquer le bouche à bouche pour le maintenir en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Quand l'équipe de sauvetage est arrivée à la ferme plus d'une demi-heure plus tard avec un antisérum et du matériel de réanimation avancé, Manda ne répondait plus. Malgré des mesures immédiates, la progression des neurotoxines était déjà telle qu'aucun sauvetage n'était plus possible et il a été déclaré mort sur place. Au lieu de diffuser des avertissements généraux, les autorités de la faune de la province ont coordonné directement avec les coopératives agricoles. Elles ont fourni des kits de réanimation portables et stocké de petites quantités d'antidotes dans les cliniques rurales. Des mesures mises en œuvre après des réunions urgentes avec des dirigeants locaux qui avaient eux-mêmes été témoins de la rapidité des empoisonnements neurotoxiques. Les agriculteurs ont commencé à organiser des groupes de surveillance informels pour surveiller les bords d'herbe à la tombée de la nuit. Une pratique qui s'est rapidement répandue dans les communes voisines. Pour la famille Mander, la perte ne se mesurait pas en gros titres, mais dans la vie quotidienne. Sa femme a parcouru les clôtures à l'aube avec des proches et le bâton qu'il portait autrefois reposait silencieusement contre le mur de la maison comme un souvenir muet. La routine du soir de l'agriculteur en Afrique du Sud s'est terminée par les neurotoxines fulgurantes du serpent le plus mortel d'Afrique. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, un photographe d'oiseaux médiéval découvrirait un énorme python birman dans la haute herbe près d'un canal et prendrait la décision fatidique de le soulever. C'était le 14 mars 2014 dans le sud des Everglades de Floride. Le matin était nuageux, l'air lourd d'humidité et le sol mou à cause de la pluie récente. Un homme a garé sa voiture au bout du chemin de campagne et a porté son équipement photo au canal. Il s'attendait à une journée de routine à photographier des oiseaux spatules, mais avant midi, l'excursion allait devenir une rencontre mortelle que personne sur place ne pouvait arrêter. Mark Hollis, 48 ans, était un photographe amateur de la faune expérimentée de Miami, connu dans les cercles d'observateurs d'oiseaux locaux pour ses notes de terrain méticuleuses et sa patience pour capturer des espèces rares. Il passait ses week-ends à explorer des zones humides, privées et publiques pour photographier des hérons, ibis et autres oiseaux difficiles à observer, partant souvent avant l'aube pour suivre les mouvements le long des canaux et des étangs. Mark portait un équipement photo léger, des jumelles et un trépied et était connu pour prendre des risques calculés afin de photographier des animaux sauvages de près, se fiant à sa connaissance du comportement animal. Ce jour-là, il prévoyait de documenter un petit groupe de spatules roses au bord d'un canal qui avait été signalé dans l'espoir de faire des enregistrements détaillés pour un magazine régional sur les oiseaux. Sa femme Elena l'accompagnait parfois, généralement à une certaine distance, pendant que Mark se concentrait sur la photographie.
Elle admirait son dévouement, mais était consciente de sa tendance à s'approcher très près des animaux sauvages et parfois à négliger sa propre sécurité pour obtenir l'image parfaite. Leur plan pour cette journée comprenait une courte randonnée sur le terrain privé, en altitude, où la végétation était dense mais encore praticable, avant de retourner sur le chemin principal le long du canal. Les panneaux locaux et des rapports antérieurs avaient averti les utilisateurs du terrain à propos des pitons et les résidents à proximité avaient signalé des observations dans les semaines précédentes. Les pitons birmans, espèces invasives dans les Everglades, s'étaient établis dans la région. Les adultes dépassent souvent 4,5 mètres de longueur et pèsent plus de 45 kg, tuant leur proie par constriction. Bien qu'ils ne soient généralement pas agressifs envers les gens, ils attaquent quand ils sont dérangés, surtout lorsqu'ils se trouvent dans des clairières ensoleillées et que leurs camouflages se font parfaitement dans les herbes et les zones riveraines. Elena rappela à Mark de rester prudent et de ne pas toucher les serpents. Et les autorités avaient émis des directives recommandant aux observateurs de photographier à distance de sécurité et de ne jamais tenter de toucher les grands animaux. Mark, convaincu de sa familiarité avec les Everglades et de son instinct pour la faune, a rejeté ces avertissements comme trop prudents et s'est déplacé consciemment à travers les herbes coupantes pour trouver une ligne de vue dégagée. Lorsqu'il entra dans une petite clairière près du canal vers 11h20, Mark découvrit un gros python sombre, étendu à moitié au soleil. D'abord, il semblait immobile. Sa peau écailleuse et tachetée se confondait avec l'herbe dentelée. Il s'accroupit, leva la caméra et essaya de capturer les ondulations. Mécontent, il s'est approché, passant à travers la végétation près de la tête du serpent et l'a effrayé. Mais le python s'est déplacé plus rapidement qu'il ne pouvait réagir. Avec une secousse, elle a frappé et s'est enroulée autour de son torse, se serrant fermement sur sa poitrine. Elena, à seulement quelques mètres derrière, a crié son nom, mais les anneaux se resserraient déjà. Selon Elena, Mark luttait pour repousser le serpent, mais son corps s'enroulait de plus en plus étroitement, expulsant l'air de ses poumons. Chaque tentative de se libérer semblait encore augmenter la pression. Elena se précipita en avant, tirant sur les enroulements, mais le poids et la puissance du python le maintenaient à terre. Son corps serrait plus fort à chaque expiration, ne laissant aucun espace pour la prochaine inspiration. Lena saisit son téléphone haletant pendant qu'elle communiquait sa position aux urgences. La voix à l'autre bout lui conseilla d'utiliser un bâton pour libérer les boucles. Elle frappa fort, mais le serpent s'ancra dans le sol. Son étreinte resta intacte. Le temps s'étirait. Les mouvements de Mark ralentissaient, ses bras devenaient plus faibles, ses yeux perdèrent le focus. Les secours sont arrivés 7 à 8 minutes après l'appel d'urgence et ont trouvé le python partiellement enroulé autour de Mark, qui était déjà immobile. Ils l'ont libéré soigneusement de ses anneaux, mais il n'y avait aucun signe de vie. Les ambulanciers ont constaté de larges ecchymoses à la poitrine et aux côtes, ainsi que des éraflures dues au combat. Malgré une libération rapide et un examen, le manque d'oxygène avait déjà causé des lésions cérébrales irréversibles et la mort. Dans les jours qui suivirent, Elena retourna seule au bord du canal pour récupérer le trépied et le sac de caméra de Mark que les sauveteurs avaient laissé là. La dernière série de photos sur sa carte mémoire montrait des spatules en vol, floues mais lumineuses devant le ciel gris. Elle a placé les tirages chez elle plutôt que d'organiser une cérémonie commémorative formelle et en a peu parlé en dehors du cercle familial. Les agents de la faune ont renoncé à faire de larges déclarations à la presse et ont invité à la place des photographes locaux à une séance pratique au même endroit. Les démonstrateurs ont utilisé un python captif de petite taille pour montrer à quelle vitesse les boucles s'ancrent dans le sol et ont illustré avec une manipulation contrôlée ce que les mots seuls ne pouvaient souvent pas transmettre. Merci d'avoir regardé. Les dents, les boucles et le poison ne lâchent jamais prise. Et ces histoires non plus. Cliquez ici pour en savoir plus.